Bonjour tout le monde et je vous souhaite la bienvenue à cet épisode du lundi 3 avril de F1 Podcast. Ici Martin Simon avec un C. Et aujourd'hui à l'épisode, on a un horaire très chargé pour vous avec tous les rebondissements qui ont eu lieu lors du Grand Prix d'Australie. Donc sans plus tarder, on se jette dans l'action du week-end de course. Tout d'abord, pour ce week-end de course en Australie, un Grand Prix qui a été renouvelé jusqu'en 2037. C'est une bonne nouvelle parce que depuis les nouvelles configurations à la piste, ça nous offre un meilleur spectacle. La compétition est beaucoup plus relevée. On sait aussi qu'on a discuté d'une possibilité d'ajouter des lumières, donc pour que ça devienne un Grand Prix qui serait disputé de soir. Donc c'était la nouvelle qu'on a eue au début du week-end. Aussi, l'action a vraiment pris, on peut dire, c'est samedi matin là-bas, parce que les séances d'essais libres du vendredi n'avaient pas été très concluantes. Donc, c'est surtout les séances du samedi matin qui ont retenu l'attention. Les équipes, c'était un peu la course pour aller chercher les meilleurs réglages dans le but d'être prêt pour la séance de qualification. Les faits à noter aussi, c'est qu'on avait des améliorations sur plusieurs voitures, dont la Red Bull, sa sœur, la AlphaTauri. On avait aussi Alfa Romeo qui avait des améliorations. McLaren avait emmené des améliorations mineures. On sait qu'on mise beaucoup sur le Grand Prix d'Azerbaïdjan à Bakou pour McLaren. Ensuite, on avait Alpine et Williams qui avaient aussi apporté des améliorations pour le Grand Prix d'Australie. Du côté de Haas, de Aston Martin, de Mercedes et ainsi que Ferrari, on s'est plutôt abstenu. Pour le cas de Ferrari, on parle de des améliorations majeures au ponton qui pourraient ressembler à la Red Bull. Et ça serait pour le Grand Prix à leur domicile de Imola. Et pour Mercedes, là, on parle d'améliorations sûrement pour le Grand Prix de Bakou. Donc, ça va être à suivre. Haas, on n'a pas eu de développement sur ce qui se passe pour le développement de la voiture nécessairement dans les prochaines semaines. Ensuite aussi, on a eu, c'était la dernière course, le dernier week-end de course pour les Alpines en rose. C'est peut-être une bonne nouvelle pour certains, il y en a peut-être qui vont être déçus, mais ça va être un retour en bleu pour Alpine pour le reste de la saison. Ensuite, ça donnait place aux séances de qualification qui ont commencé avec Perez qui a continué d'avoir des problèmes. Il y a eu des problèmes pendant pas mal tout le week-end et surtout, ça s'est intensifié durant la séance de pratique du matin. Il y avait beaucoup de difficultés dans le virage 1. On sait que ça serait un problème de distribution moteur. Donc, on sait que le moteur fonctionne avec un système, donc on a un logiciel sur la voiture qui s'occupe de transférer la puissance. Donc, on semblerait que ce logiciel-là faisait défaut et continuait de donner de la puissance, donc de la vitesse à Sergio Perez, quand même qui était en freinage. Donc, quand il voulait s'immobiliser, tenter de ralentir la voiture dans le virage 1, ben, le moteur continuait de lui donner de la puissance. Donc, il passait tout droit. Souvent, ça entraînait à pousser plus fort sur les freins. Ça entraînait un blocage de roue, donc souvent la roue droite. Et c'est pour ça que ça a mis fin à ses qualifications en Q1. Donc, catastrophe pour lui. Il prenait automatiquement la dernière position sur la grille. On en a profité chez Red Bull aussi pour changer des composantes. Donc, mettre une deuxième composante électronique qui est déjà à son maximum. Puis on a changé un peu d'autres quincailleries sur la voiture. Donc, c'est ce qui lui a obligé de partir pour la ligne des pluies pour le Grand Prix de dimanche, qu'on va en venir un peu plus tard. Pour le reste des qualifications, ben, la grande surprise, ça a été les Mercedes qu'on a vu venir se qualifier directement derrière le double champion Max Verstappen qui lui a signé la pole. Pour la première fois en Australie, c'était sa première pole qui est signée là-bas. Donc, on a eu Russell derrière lui, suivi de Hamilton, Alonso 4e dans sa Aston Martin, Sainz, une belle qualification, 5e avec sa Ferrari, Stroll, 6e, Leclerc, ça c'était pas une bonne fin de semaine pour Charles Leclerc. Dès le début du week-end, il semblait pas dans son assiette, côté, quand on le regardait aussi, physiquement, il avait pas l'air là. Je sais pas si c'est un problème personnel ou c'est juste un découragement face aux performances de la Scuderia depuis le début de la saison, mais il semblait pas là. Ça semblait pas être un bon week-end pour Charles Leclerc. Albon avec sa Williams, il y a une super bonne qualification, 8e. Gasly 9e, Hülkenberg qui continue d'impressionner avec la Haas, de mettre la pression sur son partenaire Kevin Magnussen. Il a signé le 10e temps, Ocon 11e, Tsunoda 12e, Norris
13e chez McLaren, 14e Magnussen, on en parlait la deuxième as. Après ça, De Vries 15e, Piastri 16e avec la deuxième McLaren, Joe qui lui était 17e, devant son coéquipier Bottas encore 18e, et au 19e rang, on avait, dans le fond, au 20e, on avait dernier, on a Perez qui a signé, lui, pour sa part, le dernier temps, juste en arrière de Logan Sargent. Ensuite, ce qui a retenu l'attention, comme je disais, c'est la performance des Mercedes. On dit les Mercedes, on a entendu Lewis, on a entendu Russell qui était prêt à acheter la serviette après le premier Grand Prix. Et tout d'un coup, là, on arrive en qualification, on est juste au 3e Grand Prix, et là, on réussit à signer une 2e puis une 3e position. Les partisans sont là. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Mercedes ont trouvé une solution à la voiture? On vous a mentionné plus tôt, ils n'ont pas amené d'évolution pour le véhicule. Donc, c'est vraiment la même voiture qu'on avait depuis le début de la saison. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on a réussi à trouver les bons réglages et extraire de la performance pour le Grand Prix d'Australie? Eh bien, F1 Podcast a une théorie pour vous et je vais vous la mentionner. Selon moi, on a vu pendant le week-end qu'on était obligé chez toutes les écuries de faire plusieurs tours. Donc, on avait une température de piste qui était aux alentours de 22 degrés et puis une température ambiante aux alentours qui se situait en bas de 20 degrés, aux alentours de 15, 16, 17, ça varie un peu dépendamment avec le soleil puis quand on avait d'autres températures. Donc, pour emmener les gommes en température pour aller extraire la performance, on était obligé de faire plusieurs tours. Et on sait que le problème des Mercedes depuis l'année dernière, c'est qu'on a beaucoup de difficultés à monter les gommes en température pour en extraire la performance. Donc, pour le week-end de course, quand on est obligé de faire plusieurs tours chez chaque écurie pour emmener les gommes à la température voulue, la plage de température qui est la meilleure selon Pirelli, donc à ce moment-là, ça faisait jeu égal pour Mercedes, car toutes les écuries étaient obligées de faire plus qu'un tour lancé pour être capable d'aller chercher le meilleur tour possible. Donc, c'est venu faire jeu égal pour Mercedes. On a été capable d'en sortir gagnant et d'aller chercher beaucoup de performances, d'être plus compétitif que sur d'autres circuits. Donc, c'est vraiment ce que, pour moi, qui a été la donne qui a changé le plus le résultat de cette qualification-là. Donc, faut pas s'emballer, on vire pas fou, on dit pas le zéro ponton, ça fonctionne, on s'en va avec ça, on laisse tout tomber. C'est vraiment un cas isolé, selon moi, comme qu'on a vu la saison dernière, qu'à certains Grands Prix, à certains endroits clés, la Mercedes était capable d'aller chercher plus de performances que sur d'autres circuits. Donc, on vire pas fou avec ça. Selon moi, c'est un cas isolé. On va voir avec les prochains Grands Prix à venir. On va aussi voir les améliorations à suivre. Qu'est-ce qui s'en vient pour Mercedes. Mais quand même, on a quand même réussi à régler les dégâts parce qu'en signant une 2e puis une 3e place, juste au 3e rempli, mais on est quand même, on reste dans la course puis on n'est pas complètement sorti. Donc, on tire pas, on commence pas à éliminer Mercedes avant d'être rendu à 4, 5, 6, 7 Grands Prix et de voir les évolutions qu'on va être capable d'apporter. Et c'est ce qui résume les séances de qualification. On peut maintenant passer au dimanche de course. C'était un peu passé 1h AM à l'heure du Québec que les rouges se sont éteintes en Australie, signalant le départ du Grand Prix à Melbourne. Et là, on a eu un abandon de Charles Leclerc suite à un accrochage avec Stroll. On a eu Albon qui a frappé le mur. On a eu Russell que son moteur a explosé en piste. On a eu droit à plusieurs voitures de sécurité, une virtuelle, 3 drapeaux rouges, 3 départs arrêtés. Et oui, 3 départs arrêtés, ça a donné de l'action. Dont un dernier qui était complètement chaotique avec 2 tours à faire. Et ça a donné un dernier tour. Ensuite, on a été obligé même de reprendre pour un dernier tour de formalité derrière la voiture de sécurité. Donc, on démêle tout ça un peu ce qui s'est passé. Tout d'abord, au départ, on a eu Russell qui est venu attaquer Max Verstappen avec son coéquipier Lewis Hamilton aussi qui en ont profité. Je dois signaler là que Max Verstappen, on a vu la maturité. On a vu une différence entre le passé, le Max Verstappen d'il y a quelques années et le Max Verstappen double champion du monde d'aujourd'hui. On a vu qu'il savait, il était en connaissance de cause que les Mercedes sortiraient agressivement. Lui, il a déjà dit par le passé, je n'ai pas la meilleure voiture, donc j'ai pas le choix d'être plus agressif. Mais là, on l'a vu le contraire. On a vu, j'ai la meilleure voiture, donc je ne suis pas obligé d'être agressif. On a vu au départ, il a concédé le premier virage à Russell, il n'a pas pris de risque inutile, il savait qu'il était capable d'aller le rechercher. Même chose pour Lewis Hamilton. Lewis, lui, était dans la version contraire. On savait que Lewis, lui, il sait qu'il a une voiture moins bonne que la Red Bull, donc il a saisi sa chance, il a été très, très agressif sur un virage pour voler la 2e position à Verstappen. On a vu Verstappen, il n'a pas pris de risque inutile, il a même été prêt à prendre aller un peu à l'extérieur de la piste
pour rester en course et ne pas avoir de dommages sur sa voiture. Et après ça, il a bâti du momentum pour aller les rechercher. Mais ça n'a pas été très long parce qu'on a vu tout de suite avec l'accrochage entre Leclerc et Stroll, bien, ça a emmené une voiture de sécurité en piste. Et par la suite, on a eu environ au tour numéro 9, on a eu Albon qui a frappé le mur. Et là, on s'est empressé chez Mercedes de faire rentrer la première voiture. Donc, on avait 2 autos en tête. On s'est dit, on va jouer 2 stratégies différentes. La première, c'était d'emmener Russell dans les puits pour changer ses pneus sous la voiture de sécurité. Donc, en extraire un arrêt au puits au minimum du temps que ça coûte, en ayant la moitié du temps que ça coûte quand on s'immobilise sous une voiture de sécurité. Donc, à ce moment-là, Russell pensait avoir bien fait, mais ça a été une mauvaise décision de la part de Mercedes. Lewis Hamilton était sur le micro à dire « Qu'est-ce que vous m'avez fait? Je suis désavantagé. J'aurais aimé ça rentrer. » puis tout ça. Du côté de Red Bull, on a juste fait le jeu patient. Nous, on n'a pas rentré Max Verstappen, on l'a laissé en piste parce que avec les débris qu'il y avait dû à la gravité de la collision de Albon, il y avait tellement de débris qu'on a signalé un drapeau rouge. Donc, on a arrêté la séance. À ce moment-là, ben, les autos peuvent rentrer au puits puis on peut changer les pneus. Fait qu'à ce moment-là, c'est là que Lewis Hamilton ainsi que Max Verstappen ont bénéficié d'un arrêt au puits qui coûte 0 temps à leur course. Que les autres qui ont été pénalisés, on parle de Sainz aussi, que lui aussi s'était immobilisé, donc ils se sont retrouvés assez loin dans le peloton. Fait qu'à ce moment-là, on a eu une relance, un départ arrêté. Ça a été intéressant de voir. Ça a été le deuxième départ arrêté du week-end. On a vu un bon départ de Hamilton qui a réussi à conserver sa place devant Verstappen jusqu'au temps que le DRS devienne possible. On sait qu'on a 4 zones de DRS pour le week-end en Australie, donc ça avantageait grandement les Red Bull. On sait qu'ils ont un DRS extrêmement agressif. On va le voir en fin d'émission, les questions que vous nous avez envoyées. N'oubliez pas, à chaque semaine pour l'épisode du lundi, vous pouvez nous envoyer vos questions pour la capsule de F1 Podcast. On répond à vos questions. Donc, en fin d'épisode, ne manquez pas ça. On va répondre à des questions concernant le DRS des Red Bull. Ensuite, ce qu'on a eu aussi, c'est une relance. La relance que, avant qu'on aille sur la grille de départ, là, en tant que tel, pour faire un départ arrêté, on a eu une relance qui était un peu douteuse. On voyait que on est supposé suivre la voiture de sécurité. Normalement, on dit pas plus que 10 voitures de longueur. Sauf que c'est à l'interprétation du pilote qui est en numéro 1, malgré que ça va être un départ arrêté, il peut choisir, il peut décider la cadence qu'on revient se placer sur la grille de départ. C'est ce que Lewis a fait. Lewis a contrôlé la cadence. Il a décidé de favoriser que les voitures roulent lentement pour empêcher la Red Bull de Max Verstappen derrière lui de bien chauffer ses pneus. Donc, on voulait qu'il y en ait des pneus, que la gomme refroidisse le plus possible. On n'a pas voulu donner l'avantage à la Red Bull d'augmenter la température des pneus. Donc, Lewis Hamilton a pris son temps à revenir sur la grille de départ et ça a failli occasionner des accidents en arrière. On a vu que ça a vraiment refoulé à un virage. Là, ça a été très, très dangereux. Mais on a tout regardé ça. Et c'était parfaitement légal de la part du 7 fois champion du monde, Lewis Hamilton. Il savait ce qu'il faisait. Il pouvait contrôler le débit, dans le fond, le rythme que les voitures revenaient sur la grille de départ. Ensuite, nous avons eu droit à une guerre de gestion des pneus. Donc, ce qui se passait, c'est qu'Alonso ménageait ses pneus pour en garder de la gomme, pour être capable d'attaquer à la fin Lewis Hamilton. Pendant ce temps-là aussi, on avait Carlos Sainz qui, lui, ménageait rien du tout. Il avait des positions à combler. Donc, il y allait à fond de train. Il y avait des dépens incroyables sur Norris ainsi que sur Stroll. Il a donné un très, très bon spectacle. On avait Perez aussi qui remontait le peloton de l'arrière. On se souvient qu'il parlait 20e. Juste autant que Kevin Magnussen, en fin d'épreuve, un problème avec un pneu, frappe la barrière, son auto est immobilisé, on sort le drapeau rouge et là on est obligé de faire un 3e départ arrêté. Et c'est là que c'est devenu le chaos. Et oui, parce que Carlos Sainz au départ a accroché Fernando Alonso, ça l'a eu un effet d'entraînement sur le reste du peloton. On a vu Gasly être obligé de couper par l'extérieur. Il est revenu en piste, il a frappé son coéquipier Ocon. Gasly, c'était très malheureux parce qu'il y avait toute une course Gasly, là, vraiment. Là. Et moi, pour moi, on va en parler un peu plus tard. Là, on a fait voter sur F1 Podcast pour vos pilotes que vous avez choisi comme les meilleurs pilotes de la course. Et moi, j'avais choisi Pierre Gasly avant que ça arrive. J'avais déjà donné mon vote pour Pierre Gasly, malheureusement. Mais ça a été toute une fin de semaine, tout un dimanche pour Pierre Gasly, jusqu'à cet accident-là. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que on n'avait pas franchi le secteur 1, donc le premier secteur. À ce moment-là, on a fait comme à Silverstone, c'est
on va replacer les voitures sur la grille de départ, mais on va revenir à l'ordre initial. Le seul problème, c'est qu'il reste un tour parce qu'on sait que les tours qui sont faits derrière la voiture de sécurité sont comptabilisés. À ce moment-là, il restait seulement qu'un tour. Donc, le tour qu'on va faire avec la voiture de sécurité, ça va mettre fin à la course. Sauf que faut que les voitures soient capables de compléter ce tour-là. Donc, on a éliminé automatiquement les deux Alpines, on les a sortis de l'ordre. Mais Alonso pouvait poursuivre sa course, donc lui, il pouvait aller faire le dernier tour derrière la voiture de sécurité. Puis aussi, avant, on a annoncé coup de théâtre qu'on donnait une pénalité à Carlos Sainz. Donc, en relançant les voitures sur la piste, on était capable de comptabiliser des temps et de vraiment décider, avec la pénalité de 5 secondes, l'ordre que Carlos Sainz allait terminer la course avec cette relance-là, cette dernière relance-là. Donc, ça a été comme une parade le dernier tour et on est juste pour dire qu'on est venu passer la ligne d'arrivée pour donner le classement final qui est Verstappen premier, Hamilton deuxième, Alonso troisième, Stroll, le Canadien, quatrième, Perez, 5e, donc de la 20e position à la 5e place. Norris, 6e. Hülkenberg, 7e. Piastri, 8e. Ses premiers points en Formule 1 pour Piastri. Très, très belle course. Pareil pour son coéquipier Norris, lui qui a fini 6e. Ensuite, on avait Joe qui a fini 9e. Tsunoda, 10e. Bottas, 11e, qui partait aussi de la ligne des puits. Sainz, 12e. Malheureusement, on sait pourquoi. À cause de la pénalité. Gasly, qui n'a pas terminé la course, mais quand même 13e place pour lui. On sait avec l'accident qu'il y a eu avec Ocon 14e, De Vries 15e, ensuite Sargent 16e, Magnussen 17e, puis on sait que Russell n'a pas terminé, Albon n'a pas terminé, et Leclerc non plus. Et là, on sait que sur notre site, on vous demandait qui était le pilote de la journée. Et ça a été serré, là. C'est pas fini la comptabilisation. Vous pouvez continuer de voter. Le sondage va durer plusieurs journées encore. Mais jusqu'à maintenant, là, les dernières fois qu'on a jeté un coup d'œil, c'était très serré entre Hamilton puis Alonso. On avait aussi beaucoup de votes pour Perez, quelques-uns pour Verstappen. J'ai vu, le mien, moi, personnellement, je vous l'ai dit, j'ai voté pour Gasly. J'ai trouvé que son week-end de course a été bon. Puis à part de ça, qui qu'on avait d'autre? Ouais, c'est pas mal ça. C'est pas mal ce qu'on avait. Perez, Hamilton, Alonso, un peu de Verstappen. C'est pas mal, ça tourne pas mal autour de ça. J'ai vu un vote pour Sainz aussi. Malheureusement, oui, il avait donné un bon spectacle juste à temps que ça s'arrête pour lui. Donc, c'est maintenant le temps de passer à vos questions de la semaine que vous nous avez envoyées par notre page Facebook de F1 Podcast ou sur notre adresse courriel f1podcast en un mot en commercial gmail.com. Donc, on passe aux questions. Tout d'abord, pour les questions des membres F1 Podcast, la première nous vient d'un membre qui s'appelle Sylvain, qui vient de l'île Bizarre, qui nous dit « Bonjour Martin, félicitations pour votre podcast. Craignez-vous dans un avenir rapproché de voir la Formule 1 disparaître au profit de la Formule E, donc les voitures électriques Formule électrique? » Et la réponse à votre question, Sylvain, c'est non. Dans un avenir rapproché, je ne crains pas, et même dans un avenir éloigné, je ne crains pas à ça, et je vais vous expliquer pourquoi. C'est que depuis 2022, la Formule 1 utilise un carburant qui s'appelle E10, donc qui comprend 10% d'éthanol renouvelable. Mais en 2026, ce qu'on est en train de faire présentement à la Formule 1, c'est qu'on travaille à développer des nouveaux carburants. Donc, on va utiliser un nouveau carburant qui va être 100% de synthèse biologique et entièrement renouvelable. On appelle ça le net zéro carbone avec zéro émission de CO2 par l'échappement. Donc ça, c'est ce qu'on travaille présentement en laboratoire. On sait que la Formule 1 sert à l'évolution des voitures, non seulement les voitures de course, mais aussi les voitures qu'on utilise de tous les jours. Donc on mise sur les nouveaux carburants de synthèse. On a eu une annonce dans les dernières semaines que même l'Allemagne était prête à repousser aussi pour garder légal les moteurs à combustion grâce justement et favoriser les carburants de synthèse qui sont en développement présentement. Fait qu'on travaille beaucoup pour la Formule 1 pour développer ça. On a aussi depuis quelques années des moteurs 1.6 litres hybrides, mais d'ici 2026, le moteur va utiliser 3 fois plus de puissance électrique. Ça va être bon aussi pour aider à réduire l'empreinte écologique. Fait que ça, c'est ce qui nous aide à garder la Formule 1 en vie. Puis aussi, on a une contribution à nous donner peut-être une alternative dans le futur. Il va y avoir les voitures électriques, mais si on est capable d'avoir des carburants de synthèse, on pourrait sauver le moteur à combustion, donc les voitures à gaz aussi du même fait. Ensuite aussi, un fait qui est bon à considérer, c'est Formule électrique versus Formule 1. En 2021, on parle que la Formule électrique avait 316 millions de codes d'écoute versus 1,6 milliard pour la Formule 1. Donc, comme Lewis Hamilton nous a si bien dit dans la saison
1 ou 2 de Drive to Survive, pardonnez-moi, cash is king. Donc, tant qu'il va y avoir 1,6 milliard de codes d'écoute versus 316 millions pour la Formule 1, je m'inquiète pas pour la survie de la Formule 1. Merci pour votre question, Sylvain. Et on passe à une deuxième question. Et la deuxième question nous vient de José Manuel de Guaymas au Mexique, dans le nord-ouest exactement du Mexique, grâce à mon ami Google qui m'a aidé à savoir exactement où était Guaymas. On voit qu'avec la Formule 1 et grâce à Spotify, on peut avoir des fans de partout. Ça crée vraiment une communauté internationale. Bon, c'est bien le fun d'avoir des gens qui nous écoutent un peu partout, qui participent à la conversation. Et donc, il nous écrit « Bonjour Martin, j'aime beaucoup votre podcast. J'aime surtout le côté technique de la Formule 1. Pouvez-vous nous éclairer un peu sur le fameux DRS agressif de Red Bull? » Oui, on a eu un article justement la semaine dernière sur notre page Facebook concernant le DRS qui est le Drag Reduction System ou le système de réduction de traînée en français. En gros, ça c'est un écart maximum de 85 mm, donc un volet qui ouvre sur l'aileron en arrière quand on est à moins qu'une seconde d'une voiture à l'avant. Donc, le pilote peut actionner le DRS, le système de réduction de traînée, en appuyant sur un bouton et ça va faire cette ouverture-là de 85 mm. Et on sait que pour les Red Bull, il est beaucoup plus agressif. Donc, on a des gains supplémentaires. On a vu justement lors du dernier Grand Prix 4 zones DRS. Perez a été capable de l'utiliser. Lewis Hamilton en a subi les conséquences face à Max Verstappen. Quand que Max a actionné le DRS, on a vu que ça a été vraiment, vraiment puissant. Donc, l'ouverture est toujours vérifiée par la FIA. Donc, il n'y a pas de trouble nécessairement. Il n'y a rien d'illégal avec celui de Red Bull. Ce qu'on a trouvé pour vous qui pourrait vraiment faire la différence, c'est qu'on est capable de maximiser son efficacité par la conception d'une voiture. Donc, on est capable d'amplifier le moyen, les caractéristiques du DRS si la conception de la voiture est bien faite. Et on sait déjà, c'est pas un secret, la Red Bull par Adrian Newey est un chef-d'œuvre. Même si on n'en est qu'à 3 Grands Prix, on sait que le travail a été fait de main de maître. Donc, en maximisant l'aérodynamisme de la voiture, on est capable d'en extraire une plus grande, un des plus gros gains avec le DRS. Donc ça, c'est ce qui semblerait que ce que ça donne, en gros, c'est que l'aileron arrière qui réussit à donner un très, très bon appui à la Red Bull, et quand on ouvre le panneau, donc le volet, quand on réussit à ouvrir le panneau, c'est qu'on vient à entraîner une plus grande perte de traînée, donc de drag en anglais qu'on utilise. Donc la plus grande perte de traînée vient aussi réduire l'appui de la voiture, donc on vient encore plus légère, on pogne plus du tout, il n'y a plus de restrictions dans le vent. On réussit vraiment, comme on a déjà mentionné dans la première épisode, on est vraiment capable de percer le vent encore plus vite, et ce qu'on fait aussi, c'est qu'on réussit à avoir un meilleur écoulement, puis on vide le plancher. C'est tellement bien fait qu'on sait que l'air entre chaque côté de la voiture et dans les planchers. C'est ce qui vient donner l'appui. Et quand on actionne le DRS sur la Red Bull, on vient créer une espèce de succion et on vient favoriser l'écoulement du vent. Donc, on vide toute l'appui qu'il y a dans le plancher sur les côtés. Donc, on devient extrêmement léger. Ça permet à la Red Bull de gagner beaucoup plus de vitesse et ça permet aussi aux pilotes d'étirer aussi les rapports pendant la ligne droite. Donc, aller plus loin sur les rapports de vitesse, aller maximiser la vitesse du moteur. Et la seule chose qu'on se pose la question, qu'on espère, c'est comme qu'on réussit à réduire vraiment de beaucoup l'appui aérodynamique. Il ne faudrait pas qu'il y ait nécessairement une collision pendant que le DRS soit ouvert. Ça pourrait être catastrophique pour n'importe quelle voiture, mais avec les données qu'on a, on peut se dire que pour la Red Bull, ça pourrait vraiment être encore plus catastrophique. Si jamais il fallait qu'il y ait un accrochage ou quoi que ce soit, la voiture pourrait quasiment s'envoler. Mais pour l'instant, c'est ce qu'on voit qui est vraiment un avantage pour la Red Bull. On peut encore ramener ça au brio d'Adrian Newey et à sa conception extraordinaire. Merci, José Manuel, excusez-moi. Et on passe à une autre question. Et la dernière question nous vient d'un membre qui s'appelle Roger de Facebook, qui nous écrit ça sur notre page pour dire est-ce qu'il y avait vraiment un besoin pour la voiture de sécurité pour un seul tour au Grand Prix d'Australie, donc pour terminer le Grand Prix. On en a glissé un petit mot tantôt. Oui, c'était surtout une question de protocole. En vrai dire, c'est que on ne peut pas, si on complète pas une épreuve de Formule 1, faut qu'il y ait une raison. Et donc, comme il y avait plus de raison en tant que telle de dire on peut pas compléter le dernier tour, il fallait qu'il soit complété. Et aussi, la raison que moi je vois pourquoi qu'on aurait pu faire ça, c'est que c'était plus facile pour la FIA de mettre des temps au tableau pour être capable de vraiment
être capable de donner la sanction à Carlos Sainz du 5 secondes. Donc, en ayant des temps au tableau, on pouvait déduire son temps et lui donner une position à la fin. Et c'était aussi pour que Alpine ne tire pas d'avantage. Si on avait pas relancé l'épreuve, puis on s'était juste fié au classement initial. Donc, les Alpines auraient été crédités de leur position malgré qu'ils ont eu un accrochage et que leur voiture ne pouvait pas terminer le dernier tour. Donc, pour pas donner d'avantage à personne, on sait qu'on fait bien attention là, à la FIA depuis les derniers événements là, des dernières années pour vraiment essayer de respecter le livre de règlement et d'essayer d'éliminer le plus de zones grises possible. Donc, nous, Roger, c'est la meilleure réponse qu'on peut vous donner sur le pourquoi qu'on a complété ce tour-là, qui était juste une formalité, là, comme on a appelé plus tôt, là, c'était une parade, dans le fond, là, un dernier tour juste pour dire que les partisans ont vu ça et qu'on a vraiment complété les 58 tours qu'il y avait à l'horaire. Merci beaucoup, Roger, pour votre question et merci à tous les autres membres de F1 Podcast. Préparez vos questions pour les semaines prochaines. On les garde en banque. Vous pouvez les envoyer, comme on a dit, sur notre adresse courriel F1podcast en un mot @gmail.com ou n'importe où sur notre page Facebook. Vous écrivez un commentaire, on les lit tous. Donc, vous êtes capable d'envoyer ça ou même par Messenger. Gênez-vous pas, n'importe quelle question. On va lire ça à l'émission et on va répondre à ça. Et c'est ce qui complète l'épisode du lundi 3 avril de F1 Podcast. Une petite information complémentaire en terminant. On sait qu'on a vu 3 champions du monde sur le podium en Australie, donc Alonso, Hamilton et Max Verstappen. Et ce dernier a fait son 80e podium en carrière. Il a donc égalisé du même coup Ayrton Senna, la légende. Et oui, seulement 25 ans Verstappen, il égalise déjà Ayrton Senna. Et c'est sur lui qu'on va vous présenter la capsule dans le casque lundi prochain, semaine sans Grand Prix. Donc, on y va avec les capsules où on dresse l'évolution des pilotes pour atteindre leur rêve de devenir un pilote de Formule 1. Donc, soyez avec nous lundi prochain pour la capsule dans le casque Max Verstappen. D'ici là, bonne semaine!